Sont particulièrement heureux de vous souhaiter la bienvenue. Nous allons donc passer directement au chronogramme qui va se dérouler ainsi qu'il suit. Tout d'abord, le mot de bienvenue sera prononcé par M. l'éditeur ou représentant de l'éditeur. Ensuite, la parole sera donnée à Mme Lalla Ndiaye qui va procéder à la présentation de l'auteur. Ensuite, il sera permis à Dr Djibi Anne, directeur de l'Institut de langues et relations internationales de Subdeco Dakar, de procéder à la présentation du livre. Ensuite vient le mot de l'auteur, Mme Ndeye-Fatou Ndiaye. Ce sera avec beaucoup plaisir que nous donnerons la parole au public. Après quoi, j'aurai à dire le mot de clôture. Nous vous remercions. Madame Lalla Ndiaye, vous avez la parole. Non, c'est monsieur le directeur, l'éditeur. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais, au nom du docteur Diallo, de l'Harmattan Sénégal, dire tout le plaisir que nous avons de vous accueillir, messieurs les membres du Présidium, professeur Ndiaye, docteur Djibi Anne, Madame Lalla, ainsi que Ndeye-Fatou, la star du jour. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, moi je voudrais tout simplement vous dire qu'on est très content de vous accueillir ici dans cette salle pour lancer donc l'ouvrage le roman de Ndeye-Fatou Ndiaye qui, je crois qu'aujourd'hui, l'autre fois nous avions parlé de l'ouvrage un tout petit peu. Dr Djibi Anne se fera un plaisir de nous en parler, mais dire tout simplement qu'avec Ndeye-Fatou, je crois que tous ensemble nous avons vu qu'elle a en elle cette force des gens qui gagnent tout le temps, c'est pouvoir insister. Elle ne lâche jamais tant qu'elle n'a pas fini. Et c'est ce qui fait qu'avant de finir d'écrire cet ouvrage-là, je crois qu'on en a parlé un tout petit peu, elle a beaucoup souffert parce qu'elle a tellement forcé, elle a tellement continué à travailler, à retravailler, de sorte que quand elle nous a déposé l'ouvrage, il n'y a pas eu de Ndeye-Fatou retravaille cela, ceci ou cela. Le comité a immédiatement exclamé pour dire voici un joyau, un très bel ouvrage. Donc, et Dr Djibi Anne reviendra sur ça. Moi, je voudrais tout simplement demander peut-être au public de faire comme Ndeye-Fatou, parce que je crois qu'il y a de nos auteurs qui sont là. Je vois Thierno Hamidou Ba, qui est déjà auteur, qui a écrit 2 ouvrages chez nous. Il y en a beaucoup d'autres. Et c'est un plaisir de voir aujourd'hui énormément de jeunes qui sont en train de publier, qui sont en train de sortir et de montrer à la face du monde que la littérature sénégalaise peut compter sur des jeunes qui écrivent, mais qui écrivent vachement bien. Et cela, c'est un plaisir pour l'Harmattan Sénégal, parce que depuis 2009, c'est cela notre combat, faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais. Et quand on voit que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes âgées, écrivent et essaient de témoigner, certains pour des mémoires, d'autres également pas de la fiction, c'est extrêmement important, c'est extrêmement réconfortant pour nous. Et pour en revenir à l'ouvrage toujours, et je serai pardon aujourd'hui, Ndeye-Fatou, je te l'ai dit, en lisant cet ouvrage-là, vous ne pouvez pas sortir indemne de cet ouvrage, parce que Ndeye-Fatou a déjà la lire, c'est le plaisir de la langue, ça c'est important en matière de littérature, mais c'est les sens irrigués surtout par les lieux et les espaces qui se trouvent dans ton roman qui font de ton ouvrage vraiment une grande fiction. C'est le cadeau inattendu d'un plaisir de lecture. Merci, mesdames et messieurs. À présent, donner la parole à Madame Lalla. Bonjour à tous. Chers invités, amis, parents et sympathisants, nous sommes tous réunis ce jour dans le cadre de la cérémonie de dédicace du livre La Concession de l'auteur Ndeye-Fatou Ndiaye. Qui est Ndeye-Fatou Ndiaye? Ndeye-Fatou Ndiaye est une jeune maman de 30 ans, chargée d'affaires professionnelles dans une banque de la place, mais aussi une grande passionnée de littérature. Ndeye-Fatou est née et a grandi à l'hôpital principal. C'est dans ce cadre calme et restreint, entourée de ses parents et de ses 4
frères et sœurs, qu'elle commence à s'intéresser à l'écriture. Plutôt calme et réservée de nature, elle préférait s'enfermer dans sa chambre, munie de son carnet, où elle créait son monde imaginaire. Elle s'est beaucoup intéressée aux histoires sur le génocide du Rwanda, un fait marquant qui l'a poussée à écrire afin d'évacuer sa colère. Ndeye Fatou a effectué son parcours scolaire à l'institution Notre-Dame, où elle a obtenu son baccalauréat avec la mention A bien. Par la suite, elle intègre le groupe Subdeco, où elle ressort major de sa promotion avec un master en finance. Après ce parcours universitaire, elle intègre l'institution financière de la place avant de se retrouver maintenant dans le milieu bancaire. En 2014, elle décide enfin de créer son blog intitulé Ma plume, ma vie, où elle partage avec les lecteurs ses sentiments sur les différents sujets, politique, social, littérature, entre autres. En 2018, elle publie son premier livre intitulé La Concession, qui est le fruit de plusieurs années de recherche, d'écriture, de patience et de volonté. En résumé, voilà l'auteur qui va nous présenter son livre aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Pour cette présentation succincte qui nous permet de camper un peu le parcours de Mme Fatou. Je dis un peu parce que je suis que nous puissions progressivement découvrir les talents, mais aussi les mérites intrinsèques de l'ouvrage que Dr Djiby Anne va nous présenter. Nous ne manquerons pas de remercier l'Harmattan pour d'abord le rôle historique qu'il a toujours joué au Sénégal. L'Harmattan, au fil des années, continue à assurer le soutien que mérite la littérature au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Ce qui fait que le concours de Dr Djiby Anne nous sera extrêmement utile parce que ça va baliser le processus, comment dirais-je, de création littéraire et l'écriture ou les techniques d'écriture de Mme Ndeye Fatou Ndiaye. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye, pour cette note introductive. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, vos rangs et qualités. Je me réjouis, tout comme vous, d'être là aujourd'hui pour la cérémonie de dédicace du livre de notre chère Ndeye Fatou Ndiaye, romancière. Alors, c'est pour moi aujourd'hui un honneur d'être là pour partager ce panel avec d'éminents intellectuels, je dirais, pour parler de La Concession, qui est un roman d'une grande richesse, mais aussi d'une grande originalité. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, mais je voulais, avant de parler du roman, je voulais que vous me permettiez de revenir brièvement sur l'auteur et justement de ce qui nous lie. Ndeye Fatou et moi partageons en fait une passion de quelque chose. Il a dit tout à l'heure Koulibaly, qui jadis était très prisé et qui de nos jours se fait de plus en plus rare, je veux dire la lecture. Nous partageons donc cette passion de la lecture, mais singulièrement, nous avons un point commun, Ndeye Fatou et moi, c'est notre amour pour la littérature africaine. Je dirais un autre point commun et pas des moindres, elle a dit tout à l'heure, Madame Ndiaye, c'est le groupe Subdeco. Le groupe Subdeco qui travaille pour l'Afrique. Alors, où elle a obtenu son diplôme en finance, elle est sortie major de sa promotion, où actuellement je travaille en qualité de directeur de l'Institut de langue et des relations internationales. Et justement là-bas où l'on s'est connus, Ndeye Fatou et moi, lors de la cérémonie de présentation du livre à ces jeunes amis étudiants qui sont là-bas.
Ndeye Fatou, elle l'a dit tout à l'heure lors de la présentation, chargée d'affaires professionnelles dans une banque de la place. Elle est passionnée de lecture et d'écriture. Elle a parlé tout à l'heure du blog Ma Plume, Ma Vie, où elle partage régulièrement des billets qui sont très intéressants et que je vous recommande fortement. Alors moi, c'est un blog, pour vous dire la vérité, que je suis avec intérêt. Je pense qu'on va revenir un peu peut-être sur le dernier billet. Voilà, donc pour en venir au roman qui nous réunit aujourd'hui, La Concession, c'est une œuvre romanesque qui a été publiée en 2018. Alors, je vais dire que c'est un roman que Ndeye Fatou a commencé à écrire depuis 2014. Voilà, et qu'elle a terminé en 2018. C'est pourquoi d'ailleurs Bachir a bien raison de dire qu'il n'y a pas eu grand-chose à faire en termes de relecture, en termes de correction, parce qu'elle a tellement pris son temps à travailler sur cet ouvrage-là. Donc c'est un roman, si vous voulez, qui raconte l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune femme, je dirais, qui naît, une jeune femme belle, intelligente, au parcours académique et professionnel exceptionnel, je dirais. Alors, bref, à qui tout sourit. Elle est issue, qui naît d'une famille aisée, et elle est riche, je dirais, elle possède tout ce qui peut plaire à un homme. Malheureusement, pour Kiné, et vous connaissez la suite de l'histoire, elle a connu des déceptions en série. Alors son destin s'est croisé avec celui de personnes qui ne sont ni de son niveau intellectuel, encore moins de son rang social. Donc des personnes qui, on va dire, lui ont fait vivre des expériences éprouvantes. Et donc elle devait trouver des voies et moyens pour s'adapter à un environnement qui est totalement différent du sien. Mais ce qui est frappant quand on a le livre La Concession, c'est bien entendu le titre. Évidemment, quand on a un livre, quand on achète un livre, la première chose qui interpelle, c'est vrai, c'est le titre. Mais le titre du livre de Ndeye Fatou a, on va dire, une particularité. Alors, il a une particularité car il a deux sens. Bon, je vais trouver deux sens. Et ces deux sens se reflètent complètement dans le livre. Ces deux sens, on les retrouve parfaitement dans le livre. Alors je dirais concession parce que l'histoire se passe dans une concession, donc dans une demeure familiale, et puis concession que je mettrai, si vous voulez, au pluriel, parce que c'est un roman qui est, si vous voulez, fait de concessions, qui est fait de choix. Je le qualifierais de carrefour des concessions. C'est vraiment un carrefour des concessions, ce roman de Ndeye Fatou. Pourquoi? Parce que déjà, le personnage principal, Kiné, a été obligé de faire beaucoup de concessions pour survivre dans une société qui est vraiment différente de la sienne, de là où elle est venue. Mais en sus de cela, le personnage, le deuxième personnage principal, je vais dire, parce que je le considère également comme personnage principal, c'est donc son mari Cher, qui lui aussi a été obligé de faire des concessions pour satisfaire peut-être le désir de sa maman, on va dire, qui n'a pas manqué de lui causer beaucoup de difficultés dans le mariage. On va y revenir tout à l'heure. Donc ce qu'il faut savoir, c'est un roman, donc la concession, c'est un ouvrage qui parle vraiment de choses que nous vivons tous les jours, que nous connaissons tous les jours. Donc en toile de fond, le roman peint en fait des épisodes de la vie, si vous voulez. Donc c'est une représentation de la société africaine en général et sénégalaise en particulier. En témoignent justement les thèmes qui y sont abordés. C'est donc un miroir, si vous voulez, un miroir. Chacun s'y retrouve réellement. Ce sont véritablement des thèmes, je l'ai dit, d'actualité, c'est-à-dire des histoires de tous les jours.
des histoires que nous tous avons, dont nous tous avons une expérience, si vous voulez, personnelle peut-être, donc un vécu, ou indirectement. Donc les histoires ou bien les épisodes qui sont dans le livre sont, si vous voulez, des histoires que nous tous ici avons vécues, soit personnellement ou soit indirectement, disons par ouï dire peut-être, et qui sont vraiment savamment décrites dans une fiction grâce notamment au génie créateur de Ndeye Fatou Ndiaye. La concession est donc une représentation des concessions sénégalaises, tout simplement. Son auteur a su donc traiter avec subtilité des choses sensibles et complexes que les gens qui ont vécu ces choses-là raconteraient, je dirais, à leur corps défendant. Et je vais revenir un peu sur quelques-uns des thèmes qui sont abordés dans le roman. Il y a parmi les thèmes le conflit des générations. Il y a vraiment un conflit des générations qui est traité dans le thème et qui est vraiment dans le livre, pardon, et qui est vraiment un sujet d'actualité. Et dans le conflit des générations, on a, si vous voulez, la relation entre parents et enfants. On a vu aujourd'hui dans le livre les parents qui n'accompagnent pas réellement leurs enfants dans leur ménage. Et on a eu l'exemple de la mère de Cher, Mère Rama, qui voulait coûte que coûte que son fils épouse la fille qu'elle aura choisie pour lui. Voilà. Et donc lorsque Cher a épousé, disons Kiné, la fille qu'il a choisie lui-même, la maman voulait que la relation, le ménage, soit géré comme à son époque. Donc du coup, vous voyez un peu ce conflit de génération, cette relation parent-enfant qui était vraiment difficile à vivre par Cher et bien sûr par son épouse Kiné. Et donc on a également le poids de la culture dans les ménages. Vraiment, on a vu que la culture pèse beaucoup dans les ménages. Mais aussi un autre thème, c'est la polygamie, qui est vraiment un sujet d'actualité. Le père de Cher est polygame, mais Cher également s'est retrouvé finalement polygame, parce qu'il a été obligé de faire la concession d'épouser la fille que sa mère lui proposait, donc Fanta, et donc elle s'est retrouvée dans une situation, on va dire, un peu délicate. Voilà, et ce qui lui a fait perdre d'ailleurs son épouse. On va y revenir. Alors, il y a également le thème de la cupidité. Hein. Vous avez vu la maman de Kiné, la maman de Cher, qui ne cessait pas de demander de l'argent. Enfin, de demander de l'argent, je vais dire, mais de faire en sorte que sa belle-fille lui donne tout le temps de l'argent. Et si on lit le livre, on voit finalement qu'il est arrivé à un moment où Kiné n'en pouvait plus. N'en pouvait plus. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, la maman essayait de l'inviter quelque part, essayait de l'amener dans ses, on va dire, dans ses mbotailles, tel qu'il est écrit dans le livre. Hein. Elle est vraiment une mère mbotaille, pardon, qui si vous voulez, demande beaucoup d'argent à son fils, mais également à sa belle-fille. Il y a également, si vous voulez, la condition de la femme vis-à-vis de la société. Alors, je dis la condition de la femme vis-à-vis de la société. Pourquoi? Parce que la femme est aujourd'hui dans une société qui guette, on va dire, ses moindres faux pas. Voilà, qui supervise, qui regarde comment elle gère son ménage et qui n'attendent qu'un moindre faux pas pour voilà, lui faire des reproches, etc., etc. Donc, il y a également ce thème et bien entendu plein d'autres thèmes intéressants que vous trouverez dans les livres et que Ndeye Fatou a essayé de nous entretenir tout au long des 166 pages qui constituent cet ouvrage. Je le rappelle, intéressant à plus d'un titre. Du point de vue de la forme, le roman, je dirais, est un roman de 10 chapitres et qui a été écrit dans un style simple et accessible. Et donc l'auteur, si vous voulez, fait montre d'une compétence linguistique vraiment séduisante. Vous conviendrez avec moi que le français
est vraiment très correct et très élégant, je vais dire. Voilà. Et c'est donc un livre, si vous voulez, qu'on peut lire en une journée. Voilà, on peut lire le livre en une journée et il est vraiment très digeste, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, donc avant de terminer, si vous voulez, je voudrais un peu revenir sur une remarque que j'avais faite ou un débat que je voulais lancer, si vous voulez. C'est est-ce qu'il n'y a pas une dose de féminisme dans ce roman de Ndeye Fatou? Alors pourquoi féminisme? Parce qu'on a comme l'impression quand on lit le livre que seules les femmes sont aujourd'hui victimes dans ce livre, que seules les femmes sont victimes. On a comme l'impression que l'auteur, c'est normal si elle le fait, tente de protéger les femmes, alors que mais les hommes sont victimes. On a vu Cher qui pour moi est la principale victime, si vous voulez. Alors Cher est la principale victime, pourquoi? Parce que à la fin du livre, c'est lui qui perd tout. Donc c'est lui qui vraiment perd ses deux épouses. Voilà. Et là, il a perdu Kiné, il a perdu Fanta, qui a finalement fait un acte qui est très condamnable. Je vous recommande vraiment de lire ce passage-là, qui m'intéresse moi particulièrement. Voilà. Donc, je voudrais quand même, si vous voulez, lancer un peu ce débat sur le féminisme un peu de l'auteur sur le livre. Voilà. Donc, pour résumer, je dirais que l'histoire de Kiné, pour reprendre les propos de l'auteur, c'est vraiment une leçon de morale. Alors, une leçon de morale, pourquoi? Pour montrer que, quelle que soit notre situation, la vie peut prendre des fois un certain tournant. Elle peut vraiment vaciller à tout moment et qu'il faudra se battre, si vous voulez, pour survivre, pour sortir d'un certain nombre de situations, surtout dans une société dont la réalité n'est pas toujours ce qui est décrit, n'est pas toujours ce qui est montré. Alors voici, mesdames et messieurs, donc les quelques mots que je voulais dire à propos de l'ouvrage et à propos de son auteur, qui pourra certainement peut-être entrer, bien sûr, sans doute mieux que moi, dans les détails de cet ouvrage, je rappelle, ô combien intéressant, intitulé La concession. Je vous remercie de votre attention. Donc, Dr Anne, je crois que c'est le moment de saluer vraiment l'avantage que nous avons dans nos institutions de formation. Quand nous avons des enseignants, mais également des structures qui entretiennent avec tous ceux qui sont formés des relations professionnelles telles que les fruits de la formation puissent bénéficier d'occasions dont l'exemple nous est donné aujourd'hui à travers ce roman. C'est symbolique de la mission que vous assumez et nous vous remercions également de l'économie que vous avez faite de cette lecture du roman. On peut avoir, c'est vrai, des lectures alternatives. Elles sont souhaitables parce que ça témoigne de la richesse, mais aussi du potentiel de la romancière. Cette journée est une journée pour nous, une journée de fête, parce que nous célébrons la naissance d'un enfant. Il s'agit d'un ouvrage, donc cette fête-là, c'est un partage. Le partage entre vous, à travers l'analyse ou les analyses. Et je devine que le point que vous avez extrait de votre analyse globale et qui pointe vers la victimisation est une provocation à l'intention du public, mais également à l'intention de toute personne qui lit le roman, pour essayer de voir que, en fait, c'est une question
très complexes qui méritent d'être posées. On peut légitimement penser que Cheikh est victime, mais peut-être que Cheikh est victime non pas que uniquement de la souffrance qu'il subit dans ses rapports avec Kiné, mais peut-être qu'elle est victime également de la tyrannie familiale. Donc je pense que tout ça, c'est pour, comment dirais-je, montrer que les points que vous avez soulevés sont à la hauteur des attentes légitimes de tout lecteur. Nous vous remercions énormément. Nous allons à présent donner la parole à l'auteur et ça permettra effectivement de relancer davantage les problématiques soulevées dans le roman. Merci beaucoup. Madame Ndeye-Fatou Ndiaye, voilà. Bonjour à tous. Tout d'abord, c'est vraiment un réel plaisir de recevoir tout ce beau monde qui s'est déplacé un samedi matin. Ce n'est pas évident de se lever très tôt le matin pour venir célébrer avec moi ce livre, ce premier livre que j'ai écrit. Toute la semaine, je pense, tout le monde me demandait « Est-ce que tu es prête pour la cérémonie ?» C'est seulement hier que j'ai réalisé que j'allais faire une cérémonie de dédicace. Et je pense que de toute ma vie, je n'aurais jamais imaginé écrire un livre, encore moins faire une... Quand je commençais ce projet en 2014, c'était vraiment sur un coup de tête. C'était une petite histoire que j'avais envie d'écrire, quelques lignes, et ces lignes se sont transformées en livre. Tout est parti, tout a commencé entre juin et juillet 2014, et tout est parti d'un constat. Je ne sais pas si c'est propre à la société sénégalaise, mais généralement, lorsque les femmes se regroupent sur les réseaux sociaux, dans les bureaux, dans certains endroits, elles ont tendance à souvent parler de leur ménage. Et elles parlent de leur ménage, des soucis qu'elles rencontrent, des fêtes, des festivités, des activités. Et j'entendais souvent certaines d'entre elles parler de leur histoire, parler des difficultés qu'elles rencontraient, des choses qu'elles ne montraient pas à tout le monde, parce que, voilà, dans la société sénégalaise, la femme doit avoir une certaine tenue, une certaine bonne image. Elle doit toujours être en forme, toujours en bonne santé, toujours s'occuper des enfants, de la famille. Elle doit toujours être bien pour tout le monde, mais on ne sait pas au fond ce qu'elle vit, on ne sait pas ce qu'elle ressent. Et c'est ces choses-là qu'elle cache que j'ai eu envie de faire ressortir. Alors au début, c'est allé très vite. Un matin, j'ai commencé à écrire. Et comme quand j'écris, je visualise toujours. J'étais assise sur mon lit et j'ai vu la première scène, qui dormait, sa maman qui est venue la réveiller. Et c'est parti comme ça. Le premier chapitre, je l'ai écrit rapidement, le deuxième aussi. Et après, plus rien. Je n'avais plus d'idées, je ne savais plus ce que je devais écrire. Je connaissais la fin de mon livre. J'avais envie de faire 10 chapitres. J'en étais à 2 et je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait écrire pour arriver à cette fin. Qu'est-ce que je devais faire de Kiné? Comment je devais l'amener à être dans la concession de chair? Qu'est-ce que je pouvais créer comme histoire pour l'amener à cette fin? Parce que j'avais le début du livre, j'avais la fin, et il me manquait 7 chapitres qu'il fallait compléter. À cette période, j'étais jeune, célibataire, sans enfant, avec un travail que je faisais depuis 3 ans, donc aucun stress et beaucoup de temps. Il m'était facile d'écrire et de lire. Quelques mois plus tard, je me suis mariée. 3 mois après, j'ai changé de travail, donc il fallait redoubler d'efforts. J'avais moins de temps à consacrer à mon livre, en plus du manque d'inspiration. Et ça a continué comme ça pendant 1 année, puis 2. Ensuite, le bébé est arrivé, donc c'était encore plus difficile de trouver le temps. Il fallait maintenant ranger le projet dans les tiroirs. La seule chose qui me motivait encore, c'est quand je voyais une personne éditer un livre, je me disais, pourquoi cette personne le fait, pourquoi pas moi? Il m'arrivait de relire un peu les textes, l'ordinateur, je rangeais à nouveau, parce que je n'avais pas le temps d'écrire. Jusqu'en 2017. Entre-temps, j'avais déménagé, je n'habitais plus à Dakar, j'étais à Saly. En 2017, je me suis dit, écoute Ndeye-Fatou, c'est bien, tu as un travail, tu as un enfant, tu es mariée, ce que les gens jugeraient comme parfait pour une femme dans cette société. Sauf que j'avais cette passion d'écrire, cette passion que je voulais réussir à créer. J'ai décidé de prendre des congés. Donc quand mon mari allait au travail et mon fils à la crèche, je me débarrassais de tout le monde. J'allais à la plage avec ma machine et j'écrivais. J'écrivais pêle-mêle, j'écrivais le chapitre 8, je revenais au chapitre 3. C'est à la fin peut-être que j'ai revu un peu le plan.
En décembre, lorsque j'ai mis le dernier point, je me suis rendu compte que j'ai écrit 10 chapitres et il fallait maintenant relire. Quand j'ai commencé à relire, je me suis rendu compte que... Parce que moi, quand j'écris, je ne relis pas tant que je n'ai pas fini. Donc j'ai relu à peu près 200 pages à la fin. Et je me suis rendu compte que même certains personnages avaient changé de nom au cours de l'histoire parce que ça m'a pris 4 ans pour terminer cette histoire. J'ai relu, j'ai donné le roman après à 2 personnes parce que je l'avais caché à tout le monde. Il s'agissait de mon grand-père, Major, et de mon parrain, Feu Bassirou Diop. Les 2 seules personnes que j'avais autorisées à lire. Même papa, il n'avait pas droit. Donc quand ils ont lu, ils m'ont dit que c'était un bon livre. Maintenant, il fallait chercher l'éditeur. J'ai vu qu'à l'étranger, c'était un peu difficile parce que lorsqu'on connaît les adresses au Sénégal, à côté du boutiquier, dans le coin à côté, il faut tourner à droite, à gauche. Je me suis dit, je ne recevrai jamais de courrier de l'étranger parce que je n'ai pas de boîte postale. Ensuite, j'ai entendu parler de l'Harmattan. J'ai appelé au niveau de l'Harmattan, j'ai demandé est-ce que je pouvais envoyer un manuscrit, on m'a dit oui. J'ai contacté une connaissance qui était auteur, qui m'a dit tu peux le renvoyer par mail, il n'y a pas de risque. J'ai envoyé à l'Harmattan au mois de mars et après j'ai oublié que j'avais même envoyé le livre. Et 3 semaines après, ils m'ont répondu. J'ai pas pris le temps de vérifier la pièce jointe. J'ai juste lu le mail qui dit nous avons bien reçu votre livre, entre autres. 10 minutes plus tard, je suis revenue, j'ai relu le mail, j'ai ouvert la pièce jointe et c'est là que j'ai vu manuscrit publiable. Je venais de rentrer du travail, j'étais seule dans la salle de bain. Ce jour-là, j'ai dansé entre 4 murs toute seule. Personne ne m'a vue. J'ai dansé, j'ai tout de suite appelé un ami pour lui dire ça y est, le livre, ils l'ont accepté. J'ai commencé à mettre la pression. Je pense que Bachir, il a été le pauvre, celui que j'ai fatigué le plus. On m'a envoyé les contrats que j'ai signés. À partir du moment où j'ai signé les contrats, Harmattan n'avait plus la paix. De mars à juillet, je les appelais chaque semaine, je leur écrivais chaque semaine pour savoir où en était le livre, quand est-ce qu'il va sortir. Et c'est un vendredi, alors que j'étais hospitalisée sous perfusion, qu'on m'appelle pour me dire le livre va sortir. Je suis débarrassée du médecin. Au même moment, j'ai eu envie de rentrer chez moi parce que voilà, j'étais guérie. Et c'est comme ça qu'à lundi, Ouli allait récupérer les premiers ouvrages en me disant ton livre est sorti maintenant. Je n'en revenais pas, j'étais très contente. Et la chose qui m'a le plus fait plaisir, je pense, c'est mon parrain qui a eu le temps de recevoir son exemplaire avant de nous quitter. Il a tenu à ce projet jusqu'au bout, il a au moins eu le temps de le voir. Et 1 mois après, le 2e bébé arrivait aussi. Donc voilà, 2 successions d'événements qui m'ont vraiment marqué en 2018. Et comme je disais au départ, ce livre était juste parti d'un constat. Un constat juste de la situation de certaines femmes dans la société. Et je ne m'attendais pas à ce que ce livre devienne l'histoire de plusieurs personnes. Des individus que je ne connais pas, des amis m'ont contacté pour me dire « Daifatou, tu as parlé de mon histoire », alors que je ne connais même pas leur histoire. Certains se sont vus en chair, d'autres se sont vus en kiné. Un collègue m'a appelé pour me dire « Le jour où j'épouse ma fiancée, je ne l'amène pas chez mes parents ». Là, tu m'as un peu éveillée. J'ai dit « Bon, ne fais pas ça parce que je l'ai écrit dans le livre peut-être ». Mais voilà, beaucoup de gens se sont identifiés à ce livre alors que je ne m'y attendais pas du tout. Il a pris une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. Et ce serait prétentieux pour moi de dire que c'est une solution que je propose aux gens. Je ne dirais pas que je donne une leçon de morale parce que ce serait très prétentieux. Je laisse juste un débat ouvert. Certains diront que Cher est une victime, d'autres diront que c'est Kiné la victime. Moi, je pense que tout le monde est un peu victime dans ce livre. Les parents sont victimes peut-être d'une culture qu'ils ont assimilée depuis des années. Les enfants sont victimes de la modernité, sont victimes des parents qui veulent leur inculquer cette culture aussi. Le mari qui est victime un peu des 2 femmes qu'il aime. La maman qui n'a rien contre l'épouse en tant que telle, mais qui juste a choisi, avant même de la connaître, d'opter pour une autre femme. Donc il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs histoires, et c'est juste un moyen pour moi de montrer que derrière ces femmes qui se mettent à sourire tous les jours au bureau, au marché, à l'hôpital, n'importe où, il y a des histoires qu'elles vivent, qu'elles ne racontent pas. Cette façade que les gens cachent derrière les concessions, c'est ce que j'ai essayé en fait de faire sortir dans ce livre. Et peut-être que beaucoup s'identifieront à cette œuvre. Voilà en résumé ce que je voulais dire de ce petit roman. Voilà. Merci. Donc,
Cela se confirme de plus en plus. Après le concours de Dr Djiby Anne et ce partage d'expérience qui nous a permis de voir comment le livre est né. La période de gestation, mais aussi les éclairages que vous avez fournis et qui montrent effectivement que l'humilité est là. La priorité que vous accordez à l'écriture vous met à l'abri de ces errements-là. Je crois qu'il y a une belle citation selon laquelle l'humilité rend invulnérable. Je crois que quand on est humble, on est protégé. Et c'est un devoir intellectuel qu'il vous incombe d'accomplir tous les jours en acte d'écriture. Parce que ça, effectivement, aucune prétention, aucune leçon à donner. C'est juste un partage, des fois d'intuition, on partage des intuitions, on partage peut-être quelquefois aussi des hypothèses, des visions. C'est ça, le livre, une fois qu'il est né, il ne vous appartient plus. Mais c'est également une histoire de bébé. On sent effectivement que c'est une histoire extrêmement symbolique parce que bébé et le livre, heureusement, ils ne sont pas des concurrents. Alors, je crois que ça vous a permis de... nous allons essayer tout à l'heure de voir en quoi tout ceci est cohérent par rapport à ton projet d'écriture, mais aussi à tes ambitions. Tu l'as dit, personne d'autre ne l'a dit, tu es la petite fille de notre tonton, notre papa Madior Diouf, quoique ce n'est pas rien. Ce n'est pas un hasard si la réponse de l'Harmattan était ce qu'elle a été, c'est-à-dire un avis favorable immédiat. Ça dit beaucoup de choses. La confiance que vous avez en votre grand-père, moi je peux en témoigner. C'est mon papa à nous, mais c'est également un éminent universitaire. Nous tous, nous regrettons le fait qu'il ne puisse plus désormais, à cause de l'âge, nous procurer ces plaisirs inoubliables qu'il nous a procurés pendant longtemps à la télévision avec Sadakan. Je crois que ça aussi, je crois que c'est bon d'y revenir. Ça montre que effectivement, ce que vous êtes en train de faire mérite d'être accompagné. C'est le moment de continuer le partage en donnant la parole au public. Bonjour à tous. Mes respects vont à l'endroit des panélistes, de la famille de Ndeye Fatou ainsi que tous ceux qui sont là. Ndeye Fatou, c'est une amie, mais c'est également une sœur, si elle me permet d'utiliser cette expression. Bon, j'avais beaucoup d'idées dans la tête, mais le problème c'est que M. Djiby Anne a vraiment très bien fait son travail. Du coup, j'ai perdu vraiment mes idées. Mais je vais revenir un peu sur Ndeye Fatou, parce que moi aussi je suis un écrivain de l'Harmattan. Donc c'est vraiment Dieu qui l'a mis sur mon chemin, ou inversement. Donc j'étais venu à l'Harmattan pour payer des exemplaires de mon ouvrage. Et nos deux livres se sont fait tirer en fait le même jour. Donc quand je suis arrivé, les livres étaient posés côte à côte. Et donc j'ai jeté un coup d'œil dessus et j'ai vu que c'était une jeune femme qui avait mon âge et qui d'autant plus était économiste comme moi. Donc forcément, on a envie de se mesurer, de savoir qu'est-ce que l'autre fait, est-ce qu'on est au niveau. Et puis j'ai commencé à lire la 4e de couverture. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à saluer M. Colli, qui est le directeur d'édition. Parce que c'est vrai que ce qui fait qu'un livre marche, c'est son contenu, mais ce qui fait qu'il se vend, c'est sa 4e de couverture. Et dans ce sens-là, M. Colli fait vraiment un excellent boulot. Donc j'ai lu cette 4e de couverture qui m'a tout de suite accroché. J'ai ouvert le livre, j'ai lu le prologue. C'était vraiment écrit avec du très bon français, ce qu'on voit très rarement, avec un vocabulaire qui est certes soutenu, mais qui est très bien syntaxé, si je puis dire. Et du coup, j'ai tout de suite demandé, si vous voulez, le contact de Ndeye Fatou à M. Sangane. Et donc, je l'ai appelé. Et tout de suite, je me suis heurté à
voix très joyeuse, très humble, qui m'a même dit qu'elle était très honorée. Alors j'étais vraiment très étonné parce que moi j'ai lu son livre, mais elle ne savait pas qui j'étais. Et pourtant elle m'a dit qu'elle était très honorée en fait de faire ma connaissance. Donc je dis que j'aimais beaucoup son livre et que je voulais qu'on fasse un échange. Et du coup elle a tout de suite dit mais elle a encore plus envie de connaître l'auteur. Donc j'ai laissé mon livre que j'ai dédicacé et j'ai pris la concession avec moi. Donc Ndeye Fatou, pour ceux qui la connaissent, elle lit extrêmement vite, contrairement à moi. Donc j'ai commencé à lire la concession, sauf qu'elle elle a fini très très vite mon livre. C'est pas parce qu'il est bien, mais elle lit naturellement beaucoup plus vite que la normale, si je puis dire. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'elle m'appelle quelques jours après et elle me signale qu'il y a des pages de mon livre qui ont été insérées dans la concession. Donc ce qui est vraiment très très rare à l'Harmattan, c'est pas une erreur qui arrive tout le temps, mais c'est pour montrer une fois de plus comment le destin l'a mis sur mon chemin. Et du coup il y avait 2-3 pages de la mystérieuse disparition du talibé qui étaient insérées dans son livre et moi inversement. Donc on l'a signalé à l'Harmattan et bien sûr ils l'ont changé. Et donc moi j'ai compris qu'il fallait que je reste accroché à cette personne, que peut-être c'était un signe divin et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que Ndeye Fatou, monsieur Djiby l'a dit, a un blog, elle écrit extrêmement bien. Donc elle a fait 2 articles pour moi et qui ont boosté mes ventes. Je dois le dire parce que moi, je suis au taquet, je les ai photocopiés forcément. Et donc je les ai distribués aux gens, là où je travaille, aux gens, je les publiais avec mes amis sur Internet. Et du coup, ça mettait un peu l'eau à la bouche. Et grâce à elle, j'ai pu accroître mes ventes. Donc par la suite, on a collaboré ensemble. J'ai fait une vidéo pour la concession. Donc voilà ce que je dois dire sur Ndeye Fatou. Bon, il y a une chose qui m'a marqué, elle ne s'en souviendra pas. Ce qui montre à quel point elle a du caractère, elle est humaine, c'est qu'une fois, je lui ai envoyé un message vers 22 h. Moi, je suis marié, elle est mariée, moi, je ne le savais pas également. Mais c'était pour lui parler de la concession et elle m'a dit, il est tard, on se parle demain. Et donc, on voit une femme qui est jeune et qui a le sens du respect et des responsabilités. Parce qu'une autre fille, je pense que généralement, elle aurait pris son téléphone sur le côté et puis elle m'aurait répondu. Mais non, Ndeye Fatou m'a dit, il est tard, on se reparle demain. Donc on voit que malgré son jeune âge, c'est quelqu'un de très intègre, dont je voulais déjà parler de sa personne avant de parler de la concession. S'il y a une chose que je puis dire aussi, c'est que malgré, parce que c'est une femme qui a une certaine autorité naturelle, je ne sais pas si on le voit, bon, c'est pas une fille qu'on a peut-être envie d'aborder très très facilement parce qu'elle en jette, mais à l'intérieur de cette carapace, quand on la connaît, on voit que c'est une personne qui est très sensible, et ça je le dis à sa famille. C'est une personne qui manque peut-être un peu de confiance en elle, mais pour cela je vais citer une citation, mais j'ai oublié c'est qui l'auteur. On dit que les grands esprits sont pleins de doutes pendant que les idiots, c'est ça, sont pleins d'assurance. C'est le cas de Ndeye Fatou. C'est une personne qui est extrêmement brillante, mais qui au fond d'elle doute d'elle. Où est-ce que je l'ai compris? C'est lorsqu'elle écrit ses articles. Moi je trouve que ses articles sont toujours extrêmement bien écrits, mais elle est toujours en train de demander qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses, et c'est un peu pareil pour tous les choix qu'elle fait dans la vie. Et donc on voit qu'il y a une certaine fragilité que le monde extérieur peut ne pas voir, mais les gens qui lui sont proches, les amis en l'occurrence, ainsi que sa famille, peuvent briser ce genre de personnes. Pas Ndeye Fatou, mais les gens comme Ndeye Fatou. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui peuvent l'atteindre. Vous savez, quand on a affaire à des gens comme ça qui sont brillants, très brillants, mais qui manquent quelquefois confiance en eux, il faut toujours les accompagner. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent faire dans la vie. Le fait qu'elle nous ait livré la concession, qu'elle s'est battue sur 1 an pour le faire, montre qu'elle a énormément de qualité. Mais malheureusement, quelques critiques que parfois on pense dans les sociétés africaines bonnes, hein, on se dit je vais donner mon avis, je vais dire certaines vérités. Ben non, ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes. Parfois avec les gens comme Ndeye Fatou, il vaut mieux tout simplement l'encourager, lui dire vas-y, tu es brillante, on te fait confiance et on voit le résultat. Maintenant, par rapport à la concession, je vais d'abord parler de Ndeye Fatou, l'ami et la sœur avant la concession. La concession, c'est un livre, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire, Monsieur Anne l'a dit, qui décrit pas mal de choses sur l'actualité. On parle un peu de la polygamie, on parle un peu de beaucoup d'autres thèmes. Je n'ai pas envie de gâcher le suspense, mais ce qui m'a marqué, moi, c'est la façon dont elle écrit. Maintenant, je comprends en écoutant sa jeune sœur, enfin sa grande sœur, sûrement, je ne sais pas, petite sœur,
Donc je comprends que c'est une personne qui est passionnée de littérature dès le bas âge, parce que moi c'est ce qui me marque. Comme M. Koli l'a dit, quand Defato a envoyé son livre à la concession, il n'y a pas eu à redire. Alors que moi, quand je l'ai envoyé, on m'a dit, Monsieur Ba, vous êtes bien gentil, mais il va falloir retravailler votre livre. Mais aujourd'hui, on l'a publié grâce à M. Sadiq Top, d'ailleurs, qui est là dans la salle, qui est journaliste et qui m'a beaucoup accompagné dans mes 2 ouvrages, que je salue. Et puis, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la concession. Defato, je te félicite. Je voulais vraiment être là aujourd'hui. J'ai dû mettre de côté mes obligations parce que j'avais travaillé ce matin, mais il y avait des dédicaces. Donc vraiment, je te souhaite beaucoup de succès. Tu es vraiment une personne qui apporte un plus à la littérature africaine, c'est indéniable. Je veux vraiment qu'on t'encourage tous pour que tu écrives un 2e livre, que tu ne laisses pas dans le suspense, parce que c'est ça, les écrits, ça reste. Et je pense que la jeunesse africaine, la littérature africaine a besoin de personnes comme Defato. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, c'est Ababakar Sadiq Top. Je ne sais pas si je devrais me présenter comme journaliste ou bien si je devrais me présenter comme évaluateur de romans à l'Harmattan Sénégal. Bon, de tour à tour, je pourrais dire que je suis les deux à la fois parce qu'il m'arrive de lire un roman, en sait quelque chose et de décider de son sort. Parfois au désagrément de l'auteur, bien sûr, parce qu'il peut ne pas être content du choix que j'ai fait. Mais souvent, ces choix sont téléguidés par 2 fondements. Le premier, c'est la qualité de l'écriture et le second, c'est la trame du roman. Il m'est arrivé de lire des romans bien écrits, mais malheureusement dont la trame reste à désirer. Et M. Diallo, directeur de l'Harmattan Sénégal qui vient d'arriver, merci beaucoup M. Diallo d'être présent. Je disais tout à l'heure qu'il m'arrive de lire un roman souvent et de dire que ce roman ne peut pas être publié parce que peut-être la trame reste à désirer ou bien la qualité de l'écriture n'est pas bonne. Je ne me souviens pas, parce que j'ai tellement de romans parfois que je lis, je ne me souviens pas d'avoir lu ce roman. Pourtant, tout à l'heure, lorsque Bachir a dit que c'est l'un des romans où le travail qui a été fait, qui a été ajouté, n'était pas si important, si éloquent. Sur le champ, j'ai essayé de lire l'ouvrage, je l'ai survolé. Je me suis rendu compte, avant même que Ba me le dise, je me suis rendu compte que l'auteur de ce roman écrivait vite. Parfois, lorsqu'on a l'habitude de lire, lorsqu'on a l'habitude de lire certains romans, on se rend compte, on parvient à déceler un certain caractère de l'auteur. Parfois, dans l'écriture, on peut sentir si c'est une personne qui est un peu, qui est comme moi peut-être, qui peut être dans 1001 choses à la fois, mais on sent nettement un certain engagement de l'auteur. L'autre chose que j'aimerais dire, et Inch'Allah ça va se faire, nous allons participer, comme l'Harmattan Sénégal a mis en place des structures aujourd'hui qui permettent à la promotion des ouvrages. Parce qu'aujourd'hui, la question que l'on se pose, c'est, certes, il y a des gens qui écrivent, mais est-ce qu'il y a une très bonne promotion? Est-ce qu'il y a un très bon accompagnement? Ça se pose, ce sont des questions que l'on se pose. L'Harmattan Sénégal a engagé des journalistes pour une promotion dans la presse sénégalaise, mais au-delà de cette promotion, aujourd'hui, il y a des émissions que nous enregistrons ici, parce que le matériel adéquat est là, qui appartient à l'Harmattan, pour que nous puissions participer à la promotion de l'ouvrage. Autrement dit, après l'écriture, après la soumission du manuscrit, il y a tout un accompagnement en amont et en aval de la publication. C'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, Nebatou. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je voudrais avant tout peut-être féliciter ma fille, Ndeye Fatou, pour la qualité de ses qualités, du fait qu'elle a une famille, et c'est là où je voudrais vraiment axer mon intervention, c'est-à-dire elle a évolué dans une famille où elle a eu la quiétude, la stabilité, mais aussi l'affection qu'il faut pour pouvoir se réaliser déjà et pouvoir réaliser de grandes choses comme ce roman que j'ai lu
parce que vous me l'aviez offert et que vous l'avez même dédicacé. Je voudrais remercier aussi par la même occasion ses parents, parce que ce n'est pas évident. On devient ce que l'on est grâce à Dieu, mais grâce aussi à l'appui de ses parents. Et cela, elle en a bénéficié. Je remercie votre maman que je félicite aussi. Elle est absente, mais c'est la grande présente ici. Par rapport au roman, je ne sais pas si elle se rappelle, déjà à Principal, quand on y allait, on l'a trouvée et elle se projetait déjà à cet âge-là, elle était très jeune. Et je crois que c'est ça qui avait retenu notre attention, mon mari et moi, parce qu'elle disait qu'elle voulait être cadre de banque. Je ne sais pas si elle s'en rappelle. Et depuis tout ce temps-là, donc, on la suit. Et la première fois que j'ai vu la coupure qu'elle a écrite sur le capitaine Diagne, moi je ne connaissais pas le capitaine Diagne. Pourtant, les événements du Rwanda, je les ai vécus. Mais c'est grâce à elle que je l'ai connue, du fait de la contribution qu'elle avait faite sur lui. Et donc, quand les Nations Unies initiative de le récompenser, j'ai dit, peut-être il y a lieu aussi, Ndeye Fatou, de ressortir cette coupure et de la publier. Parce que vous aviez déjà écrit sur lui, en mettant en exergue ses qualités d'homme. Par rapport à la concession, tout le monde l'a dit, hein, vraiment. Moi, quand j'ai vu le roman, j'ai commencé à lire, ça m'a tellement attiré que je l'ai lu en moins de 24 heures. C'est passionnant. Et on s'y retrouve. Moi, j'avais l'impression de retourner en arrière, de revivre certaines scènes de ma vie. Et c'est ça qui fait vraiment le charme de ce roman. Chacun s'y retrouve. Et il y a des problématiques que ce livre-là a soulevées. Le conflit de génération. Mais aussi, c'est dommage de le dire, ce conflit entre belle famille et belle fille. Et c'est souvent, ça vient souvent de nous, les mamans. Et c'est ça qui m'a attirée, surtout par rapport à ce roman, un conflit entre situations aussi pour les femmes, pouvoir concilier cette vie familiale avec cette vie professionnelle, toutes ces problématiques que nous vivons au jour le jour et qu'elle a su mettre en exergue. Je crois qu'on gagnerait à lire ce livre, mais surtout je le conseille aux jeunes qui ne sont pas encore engagés dans la vie conjugale, de le lire et de pouvoir décrypter tous ces messages qui sont lancés dans ce livre-là. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir participé, à cet événement qui est un événement très fort pour nous parce que tu fais notre fierté. Et donc je voudrais la remercier, la féliciter. Merci de m'accueillir chez vous, qui est effectivement chez nous aussi. J'ai tenu quand même, vous m'excuserez d'abord, bonjour à tous et à toutes. J'ai tenu à être là parce que j'étais à une autre cérémonie de dédicace avec un de nos collègues à l'université, à la FASEC. On s'est partagé les tâches, hein. C'est-à-dire M. Kouli sera là, moi je serai là-bas, mais j'ai tenu quand même à être là pour dire quelques mots à l'occasion de cette cérémonie de dédicace. Je ne pense pas que je dirais mieux ou aussi bien que M. Kouli a eu à le faire et que M. Sadir Top également est venu compléter. Les mots que je voudrais dire sont d'abord des mots de félicitations. Pourquoi? Parce que Ndeye Fatou fait partie de ce qu'on appelle les auteurs prometteurs. Pourquoi? Parce que je vends une mèche Ndeye Fatou hier, j'étais en réunion avec la direction du livre et de la lecture. On était en train de constituer un vivier de jeunes auteurs, c'est-à-dire sur qui la littérature sénégalaise peut compter. Votre nom est venu sur cette liste. Et je pense aussi qu'avant-hier, j'ai transmis à Senghane, je pense que vous avez dû le recevoir, une coupure de presse de la revue Amina qui a fait une recension de votre livre. Je ne sais pas si Senghane vous l'a transmis ou pas, mais je pense qu'on avait envoyé un service de presse depuis Paris et il y a eu une coupure de presse, je pense, qui a été faite. Je vais vérifier auprès de Pape Senghane pour ne pas faire de bêtises, Mais ceci
pour dire que le texte de Ndeye Fatou, peut-être que certains ont eu à le dire avant moi, au-delà des thématiques qui sont abordées, c'est surtout le style d'écriture. Pourquoi? Parce que en écriture, nous avons tous des histoires à raconter. Je veux dire, vous demandez à un enfant de 4 ans ou 5 ans, je veux dire, il a toujours une histoire à raconter. Ce qui fait la différence au niveau des auteurs, c'est la manière de raconter et c'est surtout le style de narration de cette histoire. Et Ndeye Fatou, ce qui frappe d'emblée dans son écriture, c'est, il faut que je trouve le bon mot, c'est-à-dire la formuler tout à l'heure. Voilà. Et Ndeye Fatou écrit avec un souffle rapide, comme on dit en littérature. Ça veut dire que c'est un texte, quand on le lit, on se retrouve vite haletant. C'est-à-dire, en bon wolof, on dirait que la lecture de Ndeye Fatou daf lay xooxloo. Ce qui fait qu'on a besoin de nous accrocher. Pourquoi? Parce que les choses vont tellement vite dans cette écriture. Et là, c'est un style, en fait, d'écriture. Et celui ou celle, en tout cas, qui a proposé à ce que Ndeye Fatou se mette aux nouvelles, a bien lu son texte. Pourquoi? Parce que c'est une écriture qui sait capter des scènes. Et je pense que vous ferez également une très très bonne scénariste dans le landerneau des telenovelas. Ça, pourquoi? Parce que, et c'est important, pourquoi? Parce que toutes les séries que vous voyez, tous les films que vous voyez ont pour base et pour soubassement l'écriture des romans. Voilà, et je voudrais dire encore un mot sur la question de la promotion. Parfois on nous fait le procès de ne pas accompagner nos auteurs. C'est vraiment un mauvais procès qu'on nous fait. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'éditeurs, notre travail s'arrête à l'édition de l'ouvrage. On nous fait ce procès, on nous dit que vous n'accompagnez pas nos auteurs, et pourtant, on fait non seulement notre travail d'éditeur, mais on fait aussi le travail de la presse, qui est en charge de la promotion des livres. Nous, en tant qu'éditeurs, notre responsabilité est de donner ce qu'on appelle des services de presse. Une fois que le livre est édité, on maille les librairies, on se débrouille pour que le livre soit disponible qui en fait la demande. Maintenant, pour que telle presse écrite, la radio, la télévision puisse parler d'un livre, cela n'est pas du ressort de l'éditeur, cela est du ressort des groupes de presse. Et comme je le dis d'habitude, aujourd'hui, regardez chez nous, je veux dire nos enfants, je veux dire aussi jeunes soient-ils, connaissent la dernière chanson de Wally, connaissent la dernière chanson de Titi, et ça, vous récitez tout l'album de Youssou N'Dour. Pourquoi? Parce que très tôt, ces enfants-là et nous sommes en contact avec cette musique, ce qui fait que on est vampirisé par la musique qui ne laisse absolument aucune place à la littérature. Regardez la chaîne de télévision nationale, la RTS, je veux dire, qui fonctionne avec les impôts que moi, éditeur, je paye, mais il n'y a pas une émission littéraire. Il n'y a pas une émission littéraire. Au Sénégal, nous avons une émission littéraire depuis plus de 40 ans. C'est l'émission animée par Sada Khan. D'abord, Regard à la RTS, et au-delà de la RTS, il est passé à la 2STV. Mais à part ça, et pourtant, toutes ces chaînes de télévision reçoivent dans leur cahier qu'ils signent avec l'État, je veux dire, c'est le rôle d'informer et d'éduquer. Et l'éducation passe forcément par la promotion de la littérature. Mais malgré cette absence quand même, nous, au niveau de l'Harmattan Sénégal, nous essayons de faire autant que nous pouvons pour combler ce vide, c'est-à-dire faire le travail que les autres auraient dû faire. Et c'est en cela que Sadir disait tout à l'heure qu'on a un studio, et acheter des caméras, j'ai acheté de la lumière, tout cela pour faire ce qu'on appelle des PAD. Et même quand vous faites des PAD, vous allez voir les télévisions, ils vous demandent, bah, écoutez, soit vous allez chercher un sponsor, sinon on ne diffuse rien. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a les sites internet, on a les chaînes YouTube, on a Facebook, on a Twitter, et on organise aussi ces moments de cérémonie et de rencontres. À chaque fois qu'il y a une possibilité de promouvoir un livre,
nous faisons. Mais ce qu'on fait est tellement vampirisé par la musique, la politique, de sorte que, c'est-à-dire on a l'impression de ne rien faire. Et pourtant, Dieu sait que, je veux dire, on a tout un département de communication qui ne s'occupe que de ça. Des gens qui sont salariés avec le matériel, qui ne s'occupent que de ça. On est même allé jusqu'à recruter des journalistes en extérieur pour qu'ils puissent faire ce travail. Mais tant que je n'aurai pas un groupe de presse, peut-être ça, en tout cas je me dis pourquoi. Peut-être que pour pouvoir bien faire mon travail d'éditeur, il me faut un groupe de presse. Priez pour que Harmattan TV puisse naître. Et si c'est le cas en tout cas, le travail de promotion doit être fait. Et en cela, je demande quand même à ce qu'à chaque fois que l'occasion se permette, qu'on interpelle les autorités, qu'on interpelle les responsables des médias, qui respectent les chartes qu'ils ont signées avec l'État. Je veux dire, si nous avions juste ne serait-ce que 5 ou 10% de la plage horaire de la musique, je pense que cela réglerait non seulement le problème de cela ferait en sorte que les auteurs pourraient vivre de leur plume. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les livres se connaîtraient, les livres se vendraient, et nous, en tant qu'éditeurs, plus nous vendrons, plus le livre va coûter moins cher et plus on aura de quoi verser de droits à nos auteurs. Et en cela, quand même, je tenais à réitérer les mots de félicitations et d'encouragement à l'endroit de Ndeye Fatou pour lui dire de continuer sur cette lancée et lui dire que le travail d'écriture est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Pourquoi? Parce que un livre, quand on le lit tout de suite, si on a l'habitude de lire, on se rend compte, est-ce qu'il y a un travail derrière ou est-ce qu'il n'y a pas un travail derrière? Et Ndeye Fatou, vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, nous, Harmattan Sénégal, nous nous rendons toujours disponibles de vous accompagner dans cette aventure. Et puis, réitérer encore une fois mes remerciements à l'endroit de tous ceux et de toutes celles de vos amis, de votre famille, de vos collègues qui ont pris de leur temps samedi matin, après une très longue semaine bien chargée. Je pense qu'un sacrifice d'une grasse matinée est un signe d'affection à votre endroit. Et en cela, quand même, je voudrais associer mes propos aux vôtres pour leur dire merci. Et merci à tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie. Je vous remercie. Oui, après, oui, on va prendre la de ça. Voilà. Je voudrais tous demander à Ndeye Fatou. Ndeye Fatou, vous avez quel âge? L'écriture de ce bouquin qui a été écrit, en le lisant, on pense que c'est une personne âgée qui l'a écrit. Alors, ça, vous me répondrez par rapport à cette question. Ensuite, la deuxième question, c'est la concession. Là, on voit bien une maison. À la lecture du livre, la concession, on voit une famille. Une famille qui est bien établie. Et vous, comme j'ai demandé la première question, quel âge vous avez? Vous êtes marié? Ça fait combien de temps? Et tout ce qui est écrit dans le livre, pour une jeune fille ou bien une jeune dame, bravo. On ne peut pas parler de ce livre sans avoir en mémoire le professeur Major. Il aurait été là, il nous aurait parlé de la structure du livre, le rythme, l'écriture et le flux. Je ne peux pas m'attarder là-dessus, ça c'est du domaine de M. Diouf. Et je dirais encore une fois que vous avez remercié le papa. La maman est où? On lit le livre, on verra que peut-être la maman est là-dedans. La troisième chose, est-ce que ce livre n'est pas autobiographique? Voilà, c'est les questions que je lui posais et je remercie tout le monde. On demande Dieu vous donne la possibilité de pouvoir encore écrire davantage, parce qu'il ne faudrait pas que vous arrêtiez à ça.
Que Dieu vous garde. Assalamu alaikum. C'est un grand plaisir de venir ici à l'Harmattan et c'est ma première visite ici et je peux dire que c'est grâce à Ndeye Fatou. Je ne la connais pas. Bon, c'est M. Hamidouba qui m'a remis son numéro parce que j'ai une émission qui s'appelle Le Printemps des écrivains. Et là, je reçois donc les écrivains, surtout des jeunes écrivains. Et la dernière fois, je lui ai dit à Hamidou, est-ce que vous ne pouvez pas me passer le contact d'un écrivain parce que j'ai juste une émission à enregistrer. Elle m'a remis le contact de Ndeye Fatou. Et quand j'ai appelé Ndeye Fatou, elle m'a dit que la cérémonie de dédicace a été programmée. Et moi, je pensais même que ce jour-là, bon, je n'étais pas disponible. Je lui ai dit, bon, je ne pourrais pas venir. Mais elle m'a dit qu'elle est hors de Dakar, donc pour des contraintes professionnelles. Et je lui ai dit, ok, donc le jour où vous serez à Dakar, vous me dites. Et avant-hier, j'ai dit, bon, je vais essayer d'appeler Ndeye Fatou si elle sera à Dakar le samedi. Elle me dit, ben, d'ailleurs, même la cérémonie a été reportée. Donc, bon, je ferai de mon mieux pour venir. Et vraiment, c'est un grand plaisir. À regarder juste l'assistance, on verra nettement à travers cela la personnalité de Ndeye Fatou. Parce que, comme on dit en communication, parfois on n'a pas besoin de paroles. Juste en regardant l'image des personnes, il y a des messages qui sont vraiment aussi le doyen qui est là aussi, vraiment avec beaucoup de sagesse. Et tout à l'heure, le directeur parlait de problèmes de communication, de promotion. C'est un problème aussi qui se pose au niveau des organes de presse, c'est vrai. Mais aussi, il y a un problème, c'est que nous, journalistes aussi, parfois, on a des problèmes pour avoir les contacts qu'il nous faut. C'est pas parce qu'on est journaliste qu'on a tous les contacts du monde. Vous voyez un peu. C'est un peu difficile. C'est vrai que paysage médiatique, il y a un problème donc, de programme concernant la littérature. Je peux dire même tout ce qui est en rapport avec le livre ou même du point de vue académique, c'est un problème qui se pose. C'est pourquoi quand Radio Chine International Sénégal a ouvert son bureau en 2015, moi j'ai proposé une émission qui s'appelle Historama, qui parle d'histoire, parce que même l'histoire du Sénégal, dans nos écoles, moi je suis du Jolof, mais bon, j'apprends un peu du Jolof à l'école élémentaire, au collège, au lycée, partout. C'est à travers donc ces émissions, avec l'histoire générale du Sénégal, pilotée par le professeur Iba Der Thiam, que j'ai eu l'occasion de découvrir certaines choses, de me rendre dans certains sites, de rencontrer les grands témoins de l'histoire et tout ça. Donc, pour vous dire que c'est ça en fait notre problème. Mais avec certains organes de presse, par exemple, vous venez vous proposer des émissions de ce genre, ils acceptent. Mais dans nos radios locales, quand vous parlez de ça, bon, les gens vous disent que bon, il faut mettre ça de côté. Ou bien ce sont des séquences très réduites qui sont consacrées à cela. Et c'est dommage, mais heureusement à Radio Chine International, quand on m'a dit donc il faut proposer une seconde émission, j'ai dit oui, je propose une émission qui va parler du livre et c'est le printemps des écrivains. Et c'est ça qui m'a amené aujourd'hui ici à la rencontre de Ndeye Fatou. Et je sais qu'elle est très disponible parce que sinon, bon, si ça aurait été une autre personne, même le fait de la réponse au téléphone, bon, vous allez dire que bon, c'est pas la peine, je ne viendrai pas, je vais prendre mon week-end. Merci et félicitations. Bon, j'ai pas eu l'occasion encore de fouiller un peu le livre, donc c'est pourquoi je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais en écoutant donc les réactions des uns et des autres, donc bon, on sait que bon, elle a beaucoup parlé donc des thèmes qui entrent en droite ligne avec le vécu des Sénégalais, les mélanges et tout ça. Et même parfois même il y a un problème, nous qui sommes villageois. Pour trouver une femme, c'est un véritable problème. Soit. Oui, en fait, je vous parle parce que je suis marié, voilà, je suis marié. Mais je vous dis, par exemple, si vous dites à votre mère que vous allez épouser une fille qui n'est pas du village, supposons. Ah, kooku moom fu mu nekk day jàng, est-ce que dina ñëw sëy si, est-ce que kii dimbale ma de ñu, tu vois un peu. Donc déjà il y a un conflit. C'est pas un conflit de génération, mais un conflit entre village-ville. Voyez un peu. Donc, et c'est très intéressant si vous avez la chance, par exemple, d'être quelqu'un du village et que vous puissiez aussi, bon, comme on dit,
à cheval, voilà, sur les deux, voilà. Originaire du village et que vous puissiez aussi apprendre, travailler en ville et tout ça. Donc, c'est très intéressant parce que vous vivez parfois beaucoup de choses qui vous inspirent et je pense que là aussi, il faut travailler sur ce point-là. Mais je vous remercie. Monsieur le directeur de la Renaissance Sénégal a dit est vrai, mais votre présence et votre intervention rend optimiste. Je crois que c'est tellement vrai que l'appui de la presse, je crois qu'il est pratiquement inexistant à part, comme il a dit, le concours de M. Sadakan. Et vous aussi, ce que vous faites et votre présence montre qu'il y a des choses. Je n'ai pas vu, je n'ai pas beaucoup d'écho des préoccupations culturelles ou liées à la littérature dans la campagne électorale actuelle. Je crois que ça montre que ces choses-là sont reléguées au second plan. Or, c'est dommage. Bon, je crois que c'est le temps qui nous est compté, sinon nous aurions multiplié les interventions. Nous voudrions remercier tous ceux qui sont intervenus pour leur bonté, leur générosité, mais également leur concours. Je voudrais à présent, rapidement, essayer également d'apporter ce que je pourrais considérer comme un complément. C'est dans les pratiquants. Je crois que quand nous avons des contributions, nous devons avoir ce qu'on appelle un éclairage en miroir qui puisse permettre d'aller plus loin dans les encouragements à procurer à Ndeye Fatou. Parce que assurer autant de réussite en un seul essai, ça exige que ceux qui ont cette mission soient objectifs. Et en ce qui me concerne, moi, il m'est très facile de tenter d'être objectif parce que ce n'est pas de la complaisance qui me fait parler. Je crois que ce sont les mérites intrinsèques de ce travail-là. D'ailleurs, moi, je considère que j'ai un énorme avantage, c'est un grand privilège parce que nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, savoureraient profondément le plaisir de se voir offrir le privilège et l'insigne honneur de présider le baptême d'un enfant prodige comme la concession. En tout cas, c'est tout le sens que, personnellement, je donne à ce défi-là, qui est de prouver, en dehors de toute complaisance, que Ndeye Fatou a fait un travail qui justifie que vous soyez là, mesdames, messieurs. L'amour de la littérature et du livre, d'une part, le soutien à l'effort méritoire, le spectacle de l'éclosion de talents particulièrement précoces, l'indéfectible attachement familial. Je crois que la présence de la famille ici est très parlante. Ce n'est pas du soutien familial pour du soutien familial, non. Je crois que c'est également un hommage qui est rendu aux parents de Ndeye Fatou, parce qu'il a fallu un environnement, des valeurs, une éducation, un encouragement à l'excellence que tous les membres de la famille connaissent et voudraient encourager. Je crois que ça aussi, ça me paraît extrêmement important. L'Harmattan Sénégal doit être remercié également parce qu'il veille jalousement à ce que jamais la plume ne tombe ou ne se brise. C'est tout cela qu'il faut recueillir comme sens à donner à notre cérémonie d'aujourd'hui. C'est donc une noble tradition qui, sous divers rapports, perpétue la mission de Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Abdoulaye Sadji, Ousmane Sembène, Cheikh Hamidou Kane, Aminata Sow Fall, Mariama Ba, Amadou Lamine Sall, Alioune Badara Bey. La liste est longue, mais il y a une nouvelle génération privilégiée par Ndeye Fatou. On parle de Boubacar Boris Diop, c'est vrai qu'il est plus ancien que moi, il a notre âge. Mais il y a Sokhna Benga, elle a retenu Fatou Diom, Abbas Dione, etc. Tout cela n'est pas exhaustif, mais nous pouvons faire confiance à quelqu'un comme Sadakan, qui dans ses émissions veille jalousement à ce que la belle plume ne soit jamais oubliée. Le parcours de Ndeye Fatou, l'Allah l'a fait.
Elle l'a fait brillamment, de façon économique. Je voudrais juste, à mon tour, parcourir la biographie de Ndeye Fatou. Il est, pour moi, particulièrement aisé d'en dégager un fil d'Ariane. Le fil d'Ariane qui la rapproche, pour moi, en dehors de notre pays, de quelqu'un comme par exemple Madame Ama Ata Edou, ghanéenne, on l'appelle la Mariam Ba du Ghana. Pourquoi? En tout cas, moi, je lui ai consacré un article, parce que je la connais un peu bien, et il me paraît légitime de faire des comparaisons entre le travail de roman de Ndeye Fatou, toute proportion gardée, de faire un rapprochement avec l'un de ses ouvrages qui s'appelle Désordre amoureux. C'est vrai qu'on peut avoir un parallélisme entre son parcours, sa précocité, et le fait que son père l'ait encouragé à aller de l'avant, parce qu'elle a grandi dans une famille royale du peuple Fanti à l'âge de 15 ans. Elle décide de vouloir devenir écrivain. Elle est envoyée par son père à la Wesley Girls de 1961 à 1964, dont elle obtient le diplôme, etc. J'aurais pu continuer, mais ce parallélisme-là me permet de parler de Ndeye Fatou, parce que l'obtention de ce master en sciences et management, option finance, etc., mais aussi son intérêt pour la réflexion sur la formalisation des activités associatives au niveau du groupe Subdeco, son intérêt pour les procédures administratives liant l'administration et les clubs, la citoyenneté, le rôle des jeunes dans le renforcement de la démocratie et le développement économique et social, la participation aux activités de la Mo Ibrahim Foundation, à la promotion du leadership, de l'entrepreneuriat, de l'agrobusiness et tout cela n'est pas sans rapport avec la conception, la gestation, l'accouchement et la maturation sous-tendant la mise en fiction. C'est très important pour moi, la mise en fiction de la spatialité et de la temporalité. Pourquoi? Parce que si nous lisons le travail de Ndeye Fatou, tout le monde en convient, c'est un travail très bien fait. Je crois que M. le directeur de l'Harmattan l'a dit, ce qui manque souvent, ce sont les éléments relatifs aux techniques d'écriture. Or, Ndeye Fatou est précoce, parce que le fait qu'elle ait, il l'a dit le directeur, son rythme de narration. Il y a des moments où, Mengono l'a dit, hein, écrire c'est comme conduire une voiture. Ndeye Fatou, elle démarre, elle accélère, elle embraye, elle décélère, elle freine. Et ça, c'est lisible dans l'ouvrage. C'est lisible dans l'ouvrage. Il y a des moments où elle gagne des mois en faisant des sauts dans le temps. Je crois que ça aussi, ça montre que seuls les gens qui aiment la littérature, aiment les techniques d'écriture et les maîtrisent, peuvent faire cela. Donc le calibre littéraire reflété par ce nouveau roman sénégalais pourrait donc justifier la comparaison que je suis en train de faire. En effet, entre l'excellente maîtrise des principales techniques narratives liées à l'action, à l'espace, au temps, aux personnages, aux métaphores et autres symboles, il convient de souligner les profondes similitudes que l'on peut établir entre les fonctions esthétiques particulières de Ndeye Fatou et de Edou, qui assignent toutes les deux au chronotope, c'est-à-dire au couple espace-temps, notamment à travers le symbolisme de la concession qui doit être comprise, quoique docteur dit, il faudrait qu'on ait là-dessus. La concession, elle peut être comprise à la fois comme demeure, comme maison. C'est vrai que c'est également le sens qu'on donne, le sens de tombeau qu'on donne à la concession, nous pouvons l'avoir. Elle est également comprise comme cession, comme céder, on cède, la cession. C'est compris également comme renoncement, comme sacrifice. Et enfin, concession, je crois que sur le plan foncier, les banquiers, ça les intéresse. Je crois que c'est un point très important. Donc, ce n'est pas un hasard si vous avez, comment dirais-je ça. Mais, ce sur quoi je voudrais aussi insister, c'est qu'en réalité, chez Aïdou comme chez Ndeye Fatou, les enjeux fondamentaux liés à l'autonomie, parce qu'elle voudrait que les femmes soient autonomes,
à l'émancipation. Les femmes ont intérêt à s'émanciper. Mais tout cela, c'est au cœur des victoires que les femmes se doivent de remporter dans les combats domestiques. Je vais sauter certains éléments, mais ce qui me retient dans ce domaine-là, c'est toujours mon intérêt pour la maîtrise que Ndeye Fatou a des métaphores. Vraiment, elle manipule bien les métaphores. Et ces métaphores sont d'ailleurs des métaphores obsédantes, celles de la concession, par le paroxysme de leur récurrence, qui culmine au symbolisme astral de la conclusion. Je crois que le symbole astral qu'on a à la fin, c'est magnifique. Je crois que ça montre effectivement que tu es très attaché au progrès. D'ailleurs, ce que diraient certains, le schème de la verticalité. J'ai beaucoup aimé lorsque Kiné souffrait. Sa maman lui a montré que cet homme n'était pas son homme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a soulevé le menton. Je crois que ce geste-là m'a beaucoup impressionné. Parce que le fait que l'on apprenne à sa fille à rester digne, à relever la tête, je crois que ça également, ça fait partie des enseignements qui me permettent de dire que j'approuve totalement ce que Dr Anne a dit. Ndeye Fatou, tu es jeune, mais ce que tu as absorbé de la vie t'a rendu extrêmement sensible aux réalités sociales. Et tu l'as dit toi aussi. Je voudrais rappeler qu'elle l'a dit, mais elle ne l'a pas dit ici, elle l'a dit ailleurs. Elle est née, comme elle nous l'a dit elle-même, d'une grande colère. Elle a eu une grande colère. Et je te cite, l'autre fait marquant qui a motivé mon envie d'écrire est arrivé en 2008. Après avoir parcouru la dernière page de Murambi, le livre des ossements, un roman sur le génocide au Rwanda, je fus envahi par une grande colère. La première réaction fut de prendre un stylo et un cahier afin de me défouler. Donc je pense que ça aussi, ça méritait d'être souligné. Mesdames, j'ai été un peu loin. Je voudrais quand même insister sur une chose. Cette colère, elle s'est progressivement insinuée dans la peau d'une jeune Sénégalaise. Et sa centralité dynamique a permis de peindre un univers social dûment balayé par le regard lucide d'une jeune romancière qu'on ne peut pas taxer de partiale. Parce que ces analyses sont incisives. Elles nous permettent de croire davantage en notre société. Je ne suis pas pessimiste. Je crois que autant on verra des gens problématiques, on aura à voir le contraire ici. Ces analyses incisives nous permettent de croire davantage en notre société qui, malgré les dérives de personnages comme Ibou, comme Cheikh, Mère Rama, Fanta, Collé et autres alliés, contrairement, on a des familles homogènes. La famille Phi me semble être une famille homogène, qui incarne des valeurs morales et spirituelles. Et tout ça, ça nous permet de voyager au Sénégal à l'aise entre les Almadies et Thiaroye. Et en cela, et sous bien des rapports, la critique nous est utile parce qu'elle a pour rôle et devoir d'éclairer le degré d'homologie, le degré de similitude, de ressemblance avec le réel que nous vivons. Tout cela est reflété par la concession et mérite donc le baptême que vous lui avez, mesdames, messieurs, accepté de célébrer. Donc soyez-en remerciés. Encore une fois, merci à vous tous, merci à vous toutes. Bon vent à Madame Ndeye Fatou Ndiaye et à l'Harmattan et bon retour parmi les vôtres. Je vous remercie de votre attention. On peut lever la séance. Je les ai posés après. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Tu veux faire une annonce? Non. D'accord, c'est bon. Donc, nous vous remercions.